Madame, monsieur, chers amis et futurs amis de Port-Royal, pour cette minute estivale de Port-Royal, et sans vouloir jeter l'inquiétude dans les esprits, on évoquera un accident de la circulation. Non pas pour enrôler Port-Royal à la cause de la prévention routière, pour inciter les vacanciers à la prudence, mais d'abord pour examiner les avatars d'une légende, sa naissance, son essor et ses conséquences sur l'image d'un grand écrivain. C'est de Blaise Pascal, en effet, qu'il va s'agir, et du fameux accident dont il aurait été victime sur le pont de Neuilly. Un accident dont il ne serait pas sorti entièrement indemne, au moins sur le plan moral. C'est un traumatisme de Pascal que nous sommes invités à considérer. Et plus grave, un stress post-traumatique, où certains ont voulu trouver la cause profonde des pensées et de toute la philosophie du grand savant. L'histoire, on va le voir, est parfaitement farfelue. Aujourd'hui, on parlerait de fake news ou d'infox. Mais l'anecdote s'est installée dans les mémoires. Les légendes ont la vie dure, et surtout, elles sont révélatrices de préoccupations et d'autres objectifs sous-jacents. Le cas de Pascal est à cet égard digne de notre attention. Plantons d'abord le décor. Les alentours de Paris et un passage de la Seine qui permettait de traverser le fleuve en direction de la Normandie, le pont de Neuilly. Ce pont avait déjà connu quelques vicissitudes dans sa courte histoire. Au départ, c'était un passage à gué, remplacé par un bac. Mais après un accident du roi Henri IV en 1606, où faillirent se noyer le monarque, la reine et une partie de la famille royale, on édifia enfin un pont véritable, en bois, qui s'appela quelque temps le pont Henri. Ce pont ne dura pas 35 ans. Obstacle à la navigation et victime des crues, il fut reconstruit en 1639, à la fin du règne de Louis XIII, toujours en bois, mais plus solide, avec 14 arches au lieu des 16 d'origine. Il enjambait la Seine en un lieu où elle se sépare en deux bras, et se composait donc de deux tronçons, l'un du côté de Courbevoie, l'autre situé sur la rive de Neuilly. L'endroit était resté un point noir dans la circulation autour de la capitale. On en trouve une preuve, à l'époque même de Pascal, sous la plume d'une personne que celui-ci connaissait bien, le savant Christian Huygens. Pendant l'été 1655, en compagnie de son frère Louis, le mathématicien hollandais s'adonne au tourisme dans la région parisienne. Il note, dans son journal, les difficultés qu'il a rencontrées pour passer la Seine à Neuilly. Le 8e d'août, un dimanche matin, à 5 heures, à même dessein qu'auparavant, pour aller voir quelques belles maisons aux environs de Paris, nous passâmes la rivière de Seine par une barque proche du pont de Neuilly, qui est de bois et était rompue, environ passé un mois, par une charrette qui était tombée de haut en bas dans la rivière et quelques monde noyés. De l'autre côté de l'île, car ce n'est qu'un bras de la rivière que nous passâmes alors, le pont était entier. Une charrette était passée par-dessus le parapet, entraînant visiblement de sérieux dégâts sur l'une des deux parties du pont. Le voyageur ne s'apitoie guère sur le sort des quelques noyés et se borne à signaler les difficultés occasionnées. Remarquons au passage que Huygens ne mentionne pas les mésaventures de Pascal sur ce pont de Neuilly. La chose aurait dû le frapper si elle avait réellement eu lieu. Car c'est bien à cet endroit-là qu'un an auparavant, Pascal est censé avoir côtoyé la mort de très près dans un accident de carrosse. Huygens n'en a vraisemblablement jamais entendu parler. D'où viennent donc nos informations? D'un seul document, un manuscrit du XVIIIe siècle recueillant un témoignage bien tardif. Voici donc ce qu'on lit dans le troisième des recueils de l'oratorien Pierre Guerrier, un arrière-petit-neveu de Pascal. Monsieur Arnoux de Saint-Victor, curé de Chambourcy, dit qu'il a appris de monsieur le prieur de Barillon, ami de madame Perrier,
que M. Pascal, quelques années avant sa mort, étant allé selon sa coutume un jour de fête à la promenade au pont de Neuilly, avec quelques-uns de ses amis, dans un carrosse à 4 ou 6 chevaux, les 2 chevaux de volée prirent le frein aux dents, à l'endroit du pont où il n'y avait point de garde-fou, et s'étant précipités dans l'eau, les laisses qui les attachaient au train de derrière se rompirent, en sorte que le carrosse demeura sur le bord du précipice. Ce qui fit prendre la résolution à M. Pascal de rompre ses promenades et de vivre dans une entière solitude. Quand cet accident nous est rapporté, il y a bien 70 ans que Pascal est mort. Le récit lui-même nous parvient de façon très indirecte. Résumons le trajet de ces informations de troisième main. Madame Perrier, c'est-à-dire Gilberte, la sœur aînée de Pascal, a transmis à un de ses amis, monsieur le prieur de Barillon, une anecdote que celui-ci a rapportée à monsieur Arnoux de Saint-Victor. Ce dernier était curé de la paroisse de Chambourcy, près de Saint-Germain-en-Laye, et non loin du pont de Neuilly. L'ensemble est copié par le père Guerrier à partir d'un manuscrit qu'il désigne comme manuscrit anonyme. Outre son trajet très sinueux, l'anecdote ne brille pas par sa précision. La date n'est pas donnée. Quelques années avant sa mort. Pascal meurt en 1662. Combien font quelques années? Celles qui auraient suivi la décision de l'écrivain de vivre dans une entière solitude. Mais la formule peut nous troubler, car Pascal n'a jamais vécu dans une entière solitude. Le carrosse reste lui aussi incertain. Un carrosse à 4 ou 6 chevaux. Quel que soit le nombre exact, cela fait déjà un bel équipage. Le train d'un gentilhomme, bien au-dessus des moyens et du statut de Pascal. On imaginera donc que ce carrosse était celui du duc de Rouennais, le grand ami de Pascal. Voici en tout cas un train de vie, au sens propre du terme, très éloigné des habitudes de simplicité que nous connaissons à Pascal. Les 2 chevaux de volée sont la manière exacte de désigner les 2 chevaux de devant, dans un attelage à plusieurs paires. Ils se seraient emportés, auraient pris le frein aux dents, au plus mauvais endroit du pont, se précipitant dans l'eau. Comme il y avait derrière eux une ou plusieurs autres paires de chevaux, l'écart des chevaux de tête ne suffit pas à entraîner le carrosse, qui demeura sur le bord du précipice. On en est quitte pour la peur et la perte de 2 bêtes. Voilà tout ce que nous savons. Les quelques amis qui, selon M. Arnoul, étaient de la fatale promenade, n'ont jamais touché mot de cette aventure, ni personne d'autre. Que Pascal ait rencontré un jour des problèmes sur le pont de Neuilly, rien de plus plausible. C'était, on l'a vu, chose banale. Qu'il en ait été durablement traumatisé, notre seul informateur n'en dit rien. Mais la légende peut désormais prendre son essor. Cela va se faire en plusieurs temps. Il fallait d'abord trouver une date, puisque le document n'en propose aucune. En 1740 est révélée l'existence du mémorial, ce parchemin cousu dans la doublure du pourpoint de Pascal, dont le texte est publié pour la première fois dans un volume de documents disparates, le recueil d'Utrecht. L'accident de Neuilly y est évoqué lui aussi, dans les pages voisines, comme 2 temps successifs d'un même mouvement de conversion. Après le pont de Neuilly, Pascal prend la résolution de mener une vie retirée. Avec la nuit de feu du 23 novembre 1654, il renonce à son activité de savant. Ce sont tous, nous dit la manchette, divers événements qui précèdent sa conversion. La date est donc trouvée. Ce sera l'année 1654. Et tant pis si à cette époque le duc de Rouennais et son carrosse n'étaient pas à Paris. Les historiens, dès lors, n'ont aucun scrupule à préciser le moment de l'accident. L'abbé Bossu, éditeur de Pascal, parle d'un jour du mois d'octobre 1654. Sainte-Beuve, dans son Port-Royal, rapproche encore davantage les 2 événements. L'accident s'est produit, dit-il, vers octobre ou novembre
1654. Ainsi, l'accident de carrosse, dont nous ignorons à peu près tout, aurait précédé de quelques jours à peine l'expérience mystique de Pascal. Post hoc, ergo propter hoc, disait-on autrefois en latin. À la suite de cela, donc à cause de cela. La conclusion s'impose. L'accident du pont de Neuilly est la cause de la conversion de Pascal. La foi de l'auteur des pensées est le simple résultat de la peur. Après avoir failli y passer, le géomètre décide de se rapprocher de Dieu. Mais sur l'épisode du pont de Neuilly vont venir se greffer d'autres divagations. Le responsable en est un certain abbé Boileau, sans lien aucun avec le célèbre poète, un prédicateur du beau monde, qui fait paraître en 1737 des lettres sur différents sujets de morale et de piété. Pour flatter une de ses dirigées, une demoiselle, victime de son imagination et en proie à des scrupules tenaces, il rapproche ses obsessions de celles d'un grand homme, Blaise Pascal. La comparaison ne saurait déplaire à sa correspondante dévote. Cela me fait souvenir de M. Pascal, dont la comparaison ne vous déplaira pas. Ce grand esprit croyait toujours voir un abîme à son côté gauche, et y faisait mettre une chaise pour se rassurer. Je sais l'histoire d'Original. Ses amis, son confesseur, son directeur avaient beau lui dire qu'il n'avait rien à craindre, que ce n'était que des alarmes d'une imagination épuisée par des études abstraites et métaphysiques. Il convenait de tout cela avec eux, car il n'était nullement visionnaire, et un quart d'heure après, il se creusait de nouveau le précipice qui l'effrayait. Que sert-il de parler à des imaginations alarmées? Vous voyez bien qu'on y perd toutes ses raisons, et que l'imagination va toujours son train. L'abbé Boileau connaît toute cette histoire d'Original. Il ne nous en dit pas plus. 75 ans après la mort de Pascal, il est bien le premier à évoquer cette bizarrerie du grand homme, qui aurait pourtant mobilisé ses amis, son confesseur, son directeur, un fait presque de notoriété publique. Pascal a écrit des pages fortes sur l'imagination, maîtresse d'erreurs et de fausseté. La tentation est grande de déceler en l'écrivain lui-même la première victime de cette puissance trompeuse. Il n'était nullement visionnaire, accorde l'abbé Boileau. Comprenons, ce n'était pas un fou délirant. Il conservait la notion du réel. Mais il bénéficiait, et souffrait en même temps, d'une puissante imagination, qui lui faisait voir un précipice sur sa gauche. Il se creusait lui-même le précipice qui l'effrayait. Le plus grand philosophe du monde, pour reprendre la formule des pensées, sur une planche plus large qu'il ne faut, son imagination prévaudra. Et voici donc Pascal, dépendant à chaque instant de la présence d'une chaise. À défaut d'être crédible, l'anecdote est cocasse. Elle aurait dû sombrer dans l'oubli. Mais les lettres de piété de l'abbé Boileau tombent sous les yeux d'un auteur autrement considérable, d'un adversaire résolu des thèses de Pascal, obsessionnellement soucieux de les déconsidérer. J'ai nommé Voltaire, ravi de trouver enfin la preuve qui lui manquait. Le philosophe écrit à M. de Sgravesande le 1er juin 1741. Après quelques sarcasmes sur les pensées de Pascal et leurs défenseurs, les hommes d'une imagination forte comme Pascal parlent avec une autorité despotique. Les ignorants et les faibles écoutent avec d'admiration servile. Les bons esprits examinent. Voltaire examine donc et livre le scoop. Pascal croyait toujours, pendant les dernières années de sa vie, voir un abîme à côté de sa chaise. Faudrait-il pour cela que nous en imaginassions autant? La mélancolie égara sur la fin la raison de Pascal. Il n'est pas étonnant, après tout, qu'un homme d'un tempérament délicat, d'une imagination triste comme Pascal, soit à force de mauvais régime parvenu à déranger les organes de son cerveau. Pascal est un grand esprit, certes, mais c'est avant tout un malade, ou pour le dire avec les mots de Voltaire, quelqu'un de dérangé.
Pire, qui est parvenu lui-même à se déranger. Quel crédit apporter aux théories d'un esprit à ce point mélancolique, que toute son imagination met à la recherche de chaises? Et surtout, que signifient ces abîmes métaphysiques dont il nous entretient, si ce n'est le dérangement d'un esprit qui voit partout des abîmes? Voilà le dernier mot de Voltaire, qu'il répète encore 2 ans avant sa mort dans une lettre à Condorcet, qu'on ne se lasse pas de répéter que depuis l'accident de Neuilly, le cerveau de Pascal était dérangé. On peut passer maintenant au 3e temps de la légende en réunissant tous ces éléments épars. Un accident, une date, un comportement maladif. Avec l'ensemble de ces ingrédients, on peut imaginer une histoire haute en couleurs où tout se tient. Ce sera la Vulgate pendant 2 siècles. Lisons par exemple Charles Bossu, connu comme l'abbé Bossu, un abbé des Lumières, géomètre et éditeur déjà mentionné de Pascal. Dans un discours sur la vie et les ouvrages de Pascal, qui ouvre les 5 volumes des œuvres, toute la place est faite à l'accident du pont de Neuilly. Mais l'abbé, à son tour, laisse aller son imagination. Le carrosse demeura sur le bord du précipice. Mais on se représente sans peine la commotion que dut recevoir la machine frêle et languissante de Pascal. Il eut beaucoup de peine à revenir d'un long évanouissement. Son cerveau fut tellement ébranlé que dans la suite, au milieu de ses insomnies et de ses exténuations, il croyait voir de temps en temps, à côté de son lit, un précipice prêt à l'engloutir. Le carrosse suspendu sur le bord du précipice, un long évanouissement dont Pascal peine à revenir et dont on n'avait jamais encore entendu parler. On croit presque assister à la scène. Et Bossu, fort de la doxa en vigueur, continue la narration. On attribue, c'est-à-dire tout le monde, l'évidence même. On attribue à la même cause une espèce de vision ou d'extase qu'il eut peu de temps après, et dont il conserva la mémoire le reste de sa vie dans un papier qu'il portait toujours sur lui entre l'étoffe et la doublure de son habit. Tout vient donc de ce malheureux accident du pont de Neuilly, les hallucinations, la nuit de feu du 23 novembre 1654, le mémorial, la conversion et le recueil même des pensées. Condorcet, le grand penseur des Lumières et théoricien du tableau historique des progrès de l'esprit humain, résume bien la position des philosophes dans un éloge de Blaise Pascal qui accompagne en 1776 sa propre édition des Pensées. Ramené sans cesse à lui-même par la douleur, l'étude de l'homme fut la seule à laquelle son esprit, absorbé par la mélancolie, put alors se livrer. Cette mélancolie avait encore été augmentée par un accident singulier. Pascal était allé se promener à 4 chevaux et sans postillon, comme c'était alors l'usage. En passant sur le pont de Neuilly, qui n'avait pas de garde-fou, les 2 premiers chevaux se précipitèrent. Déjà, ils entraînaient la voiture dans la Seine, mais heureusement, les traits rompirent, et Pascal fut sauvé. Son imagination, qui conservait fortement les impressions qu'elle avait une fois reçues, fut troublée le reste de sa vie par des terreurs involontaires. On dit que souvent il croyait voir un précipice ouvert à côté de lui. Pascal, ne pouvant ni chercher des ressources dans les sciences, ni trouver de repos en lui-même, n'eut plus d'espoir qu'en la religion. Jamais il n'avait cessé de l'aimer, et elle fut dans ses infirmités sa consolation et son appui. Pascal n'est pas vraiment tombé à l'eau depuis le pont de Neuilly, mais c'est son génie qui s'est noyé. Celui qui aurait pu devenir le Newton français abandonne les sciences et trouve refuge dans la religion. Il lui fallait dorénavant un appui, il choisit le moins solide. La religion n'est pour lui que la consolation d'un esprit traumatisé. La science positiviste du XIXe siècle n'a plus qu'à s'engouffrer dans la brèche. Cette histoire de quasi-accident, cet abîme, ces hallucinations, ne relèvent-ils pas directement de la science médicale? C'est incontestablement la conviction de Louis-Francisque Lélu, médecin en chef de la 3e section des aliénés de l'hospice de la Salpêtrière,
et médecin de la prison du dépôt des condamnés. Ces titres prestigieux l'autorisent à publier en 1846 une copieuse étude intitulée L'amulette de Pascal pour servir à l'histoire des hallucinations. Amulette mystique, c'est le terme sous lequel Condorcet désignait le mémorial, lequel est ramené dorénavant au rang de symptôme, dans le cadre d'une nosographie psychiatrique sûre d'elle-même. Et Pascal quitte les rayons de la littérature et de la philosophie pour représenter au premier chef un magnifique cas d'hallucination. Écoutons l'homme de science trancher la question. Le danger qu'avait couru Pascal au pont de Neuilly avait tellement troublé son imagination et mis dans un tel mouvement automatique les parties du cerveau qui en sont l'organe, qu'à partir de cette journée, ses nuits de souffrance furent presque constamment troublées par la vue d'un précipice qui s'ouvrait brusquement à ses côtés. Pendant toute la fin du XIXe siècle, le docteur Lélu reste l'autorité scientifique qui a réglé le cas Pascal et remis les pensées à leur juste place. Avant de conclure, et pour finir sur une note plus poétique, dénuer celle-ci de toute forme d'hostilité, on ne peut manquer de citer le sonnet de Baudelaire, le gouffre. Pascal en est l'inspirateur et le héros idéal. On constate qu'à l'époque des Fleurs du Mal, la légende du pont de Neuilly ne souffrait plus le doute. Pascal avait son gouffre, avec lui ce mouvant. Hélas, tout est abîme. Action, désir, rêve, parole, et sur mon poil qui tout droit se relève, maintes fois de la peur, je sens passer le vent. En haut, en bas, partout, la profondeur, la grève, le silence, l'espace affreux et captivant. Sur le fond de mes nuits, Dieu de son doigt savant dessine un cauchemar, multiforme et sans trêve. J'ai peur du sommeil comme on a peur d'un grand trou, tout plein de vagues horreurs, menant on ne sait où. Je ne vois qu'infini par toutes les fenêtres, et mon esprit, toujours du vertige hanté, jalouse du néant, l'insensibilité, à ne jamais sortir des nombres et des êtres. Si Pascal n'était jamais sorti des nombres et des êtres, c'est-à-dire de la géométrie et des spéculations métaphysiques, il aurait échappé à l'effroi des abîmes et au cauchemar dessiné par Dieu. Mais ce ne serait pas Pascal, cet homme qui se déplace avec son propre gouffre et qui devient, pour Baudelaire, une magnifique figure poétique, un alter ego. Pourquoi s'arrêter si longtemps sur une histoire fausse? Simple plaisir de se moquer des historiens du temps passé? Pas seulement. Notre enquête, me semble-t-il, porte plusieurs bénéfices. Le premier est simplement celui de la connaissance historique. Si le caractère fallacieux de cet épisode est aujourd'hui reconnu, il n'en a pas toujours été de même. La légende poursuit d'ailleurs tranquillement son chemin dans les lieux plus éloignés des exigences critiques, sur Internet par exemple. La page Wikipédia consacrée au pont de Neuilly intègre l'accident de Pascal. Quelques années avant sa mort, date rapportée a posteriori par certains biographes au 8 décembre 1654, Blaise Pascal, se rendant, comme à son habitude, aux fêtes de Neuilly, il y a un accident. Les chevaux de sa voiture plongent par-dessus le parapet et celle-ci manque de peu de les suivre. Heureusement, l'attelage se rompt et la voiture reste en équilibre sur le bord du pont. Pascal et ses amis s'en sortent, mais Pascal a un malaise et reste inconscient pendant 15 jours. Ce serait l'événement déclencheur qui lui fera toujours sentir un vide à son côté gauche. Le vertige moral face au vide métaphysique étant par ailleurs une question récurrente dans la pensée de Pascal. La date a un peu changé. L'évanouissement de Pascal confine dorénavant au coma, 15 jours. Parmi tous les ingrédients bien repérés de la légende, on en découvre un nouveau. Pascal avait l'habitude de se rendre aux fêtes de Neuilly. Voltaire lui-même ni l'abbé Bossu n'y avaient pensé. Il faut dire que la célèbre fête de Neuilly, la fête à Neuneu, n'a commencé à exister qu'à l'époque de Napoléon, en 1815. Notre deuxième profit dans cette affaire est l'occasion d'observer le progrès d'une légende. Les glissements successifs qui, à partir d'un seul document,
de nature incertaine, nous ont conduit à un récit circonstancié, riche en détails savoureux, largement adopté par les savants. La meilleure manière de ruiner les légendes consiste à en raconter l'histoire, dit Victor Giraud en conclusion d'une belle étude de 1902 consacrée au pseudo-accident. L'avantage du dossier est qu'il se laisse précisément reconstituer et qu'on en peut marquer les étapes. Mais le vertige de Pascal, ses chaises et son carrosse devraient nous donner une leçon de méfiance, une piqûre de rappel de sens critique. Enfin, et c'est sans doute l'essentiel, la troisième raison de s'intéresser à l'accident du pont de Neuilly tient aux soupçons qu'il comporte à l'endroit de Pascal et au malaise qu'il tente bien naïvement de régler. On n'aurait pas de mal à trouver des écrits de Pascal pour illustrer notre histoire. Les précipices abondent dans les pensées. L'auteur nous met en garde. Nous courons sans souci dans le précipice, après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. C'est la pensée Cellier 198. Cette course aveugle vers une catastrophe que l'on s'ingénie à ignorer, il est tentant de la ramener à celle d'un carrosse tombant dans la Seine. La légende du pont de Neuilly était si pratique pour détourner du texte, pour disqualifier son auteur, pour se protéger des pensées. La pensée de la mort n'est pas étrangère à Pascal, qui en fait un préalable à la recherche spirituelle. Non pas une idée fixe, comme le tenait Victor Cousin. Pascal, écrit-il, Pascal un jour a vu de près la mort, sans y être préparé, et il en a eu peur. Il a peur de mourir, il ne veut pas mourir. Et ce parti pris, en quelque sorte, il s'adresse à tout ce qui pourra lui garantir le plus sûrement l'immortalité de l'âme. Mais Victor Cousin déteste les pensées de Pascal. Il ne les édite que pour en détourner. Au lieu de divaguer avec lui sur le traumatisme de Pascal, lisons donc les pensées et constatons l'énergie, l'enthousiasme, l'euphorie de ce texte. En dépit de ses détracteurs, Pascal n'est pas tombé à l'eau.